Je connais les images qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à Paris. Mais les incontournables de Paris ne s'arrêtent pas là. Derrière les grands classiques se cache le Paris méconnu, rarement inscrit sur les agendas des touristes et que les Parisiens eux-mêmes ignorent, sans doute par manque de temps ou de curiosité. Pourtant, Paris a tant à nous offrir. La division de Paris en arrondissements date de 1795, avec alors un découpage en 12 arrondissements. Les arrondissements, dans leur état actuel, ont été délimités par la loi du 16 juin 1859, qui a porté leur nombre à 20 arrondissements. Le premier arrondissement de Paris comprend l'un des plus anciens quartiers de la ville, le quartier des Halles, qui date du début du Moyen Âge. Mais le ventre de Paris, comme l'appelait Émile Zola, n'existe plus. Le 14 mars 1960, le transfert du marché des Halles à Rungis est décidé par le préfet de Paris. La démolition des pavillons des Halles commence en 1971. Le déménagement du siècle concerne 20 000 personnes, 1 000 entreprises de gros, 10 000 mètres cubes de matériel et 5 000 tonnes de marchandises. L'ancien cimetière des Innocents a disparu lui aussi, mais on peut encore l'imaginer sous les voûtes face à la fontaine des Innocents. L'endroit est nommé ainsi en l'honneur des enfants massacrés en Judée sur l'ordre d'Hérode, dans l'intention d'éliminer le futur Jésus annoncé par les prophètes. Le cimetière devient progressivement celui des paroisses de la rive droite de Paris, mais également des noyés de la Seine et des morts par épidémie. Pour des raisons évidentes d'hygiène publique, le Parlement ordonne la fermeture du cimetière puis sa destruction en 1786. Les ossements sont retirés des fosses puis transportés dans les futures catacombes créées à cette occasion. En l'an 1607, après l'inauguration du Pont-Neuf, le roi Henri IV décide de faire aménager sur la pointe ouest de l'île de la Cité la place Dauphine, seconde place royale parisienne du XVIIe siècle après la place des Vosges. Elle est baptisée en l'honneur du dauphin, le futur Louis XIII. La place est alors presque close, ne s'ouvrant que par un passage à ses deux extrémités. Seul celui s'ouvrant sur le Pont-Neuf subsiste encore de nos jours. En 1874, le côté opposé est détruit afin de dégager la façade arrière du palais de justice de Paris. La station du métro Palais-Royal, appelée le kiosque des Noctambules, n'est peut-être pas méconnue, mais il reste très insolite. La bouche de cette station de métro, signée Guimard, laisse place en 2000 au kiosque des Noctambules, une réalisation en verre de Murano. En 1826, deux charcutiers établis dans la rue voisine, Véro et Doda, décident de la construction du passage Véro-Doda. Ils font édifier ce passage qui sert de raccourci entre le Palais-Royal et les Halles. Les voyageurs qui attendent leur diligence devant les messageries Laffitte et Gaillard, situées à l'époque à l'entrée du passage, contribuent pour une large part à son succès. En couvrant ce passage d'une verrière, tout comme les galeries et passages construits dans un Paris autrefois sans trottoir ni égout, les architectes permettaient aux Parisiens d'être protégés des intempéries et de ne pas se salir. L'église Saint-Germain-l'Auxerrois est riche d'histoire.
Le fait que Molière s'y maria et que Louis XIV y avait son banc privé est certes intéressant. Il est important de savoir que le 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, les cloches de l'église ont sonné, donnant le signal du massacre des protestants. Dans tout Paris, on va assassiner tous ceux qui ne criaient pas « Vive la messe ». Mais il y a aussi ces gargouilles. Venus tout droit des tréfonds du Moyen-Âge, ces témoins de peurs et de frayeurs anciennes sont là pour nous rappeler que le mal rôde aussi autour de la maison de Dieu. Le beffroi, édifié à partir de 1858, visant à réunir l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et la mairie du 1er arrondissement, possède un carillon de 38 cloches qui résonnent encore aujourd'hui tous les mercredis à 14h30. En 1642, Richelieu lègue à sa mort son palais royal au roi Louis XIII. La régente Anne d'Autriche s'y installe, quittant les appartements incommodes du Louvre pour profiter du jardin du Palais Royal où peuvent jouer le jeune Louis XIV et son frère. Les jardins sont ordonnés au XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu pour embellir son palais. Ils sont réalisés en 1633 par le jardinier du roi. Les jardins, les galeries et les tracés des allées sont modifiés sous Charles X pour lui donner son aspect actuel. À quelques mètres de la place Dauphine, un petit parc assez méconnu est situé à 7 mètres en contrebas du Pont-Neuf, à la pointe ouest de l'île de la Cité. C'est le square du Vert Galant, dominé par la statue équestre d'Henri IV. Le square est créé par la réunion de plusieurs petites îles, dont l'île aux Juifs, où seront brûlés au XIVe siècle les derniers Templiers. Une plaque commémorative rappelle que c'est à cet endroit, le 18 mars 1314, que se déroulent les exécutions sur le bûcher des deux plus hauts dignitaires de l'ordre du Temple, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay. Le 2e arrondissement de Paris est le plus petit des arrondissements parisiens. Facile donc d'arpenter ces rues à pied. Si vous levez le nez au niveau du numéro 20 de la rue Étienne Marcel, vous découvrirez tout comme moi la tour Jean sans Peur, la plus haute tour médiévale de la capitale. La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon bat alors son plein. Le 23 novembre 1407, dans une impasse du 3e arrondissement parisien, Jean sans Peur a fait assassiner son cousin Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI. C'est pour se protéger d'éventuelles représailles qu'il fait construire cette tour fortifiée de 21 mètres de haut. Le passage du Caire, inauguré fin 1798 lors de la campagne de Napoléon en Égypte, est construit à proximité de l'ancienne grande cour des miracles. Un seul lien avec l'Égypte est sa façade sur la place du Caire, décorée par la déesse à la tête de vache Hathor, tour à tour incarnation du ciel, déesse de la joie, de la musique et de l'amour. Le théâtre de la Gaîté Lyrique connaît ses heures de gloire sous le Second Empire. Jacques Offenbach en est le directeur en 1873. Les deux sculptures extérieures représentent à gauche la comédie personnifiée par le Scapin de Molière et à droite le drame sous les traits du Hamlet de Shakespeare.
Le passage des Panoramas est le plus ancien des passages couverts de Paris. Il accueille le public dès 1799. On raconte que sa conception s'était fortement inspirée des souks tels qu'on les représentait sur les gravures orientales. Entre la Bourse et le Palais Royal, l'ancienne Bibliothèque royale est bâtie en 1635 par Colbert. Elle est ouverte au public en 1692. Elle réunit des collections venues d'abbayes, de collèges et d'universités ainsi que des centaines de documents confisqués pendant la Révolution. En face de la bibliothèque, la galerie Vivienne, construite en 1823, est la plus luxueuse des galeries couvertes parisiennes. Magnifique passage où le temps semble s'arrêter. Son sol est entièrement recouvert d'une mosaïque signée Facchina, célèbre mosaïste italien du XIXe. L'escalier du numéro 13 mène à l'ancienne demeure de Vidocq après sa disgrâce. Ce bagnard était devenu chef d'une brigade de police formée par d'anciens malfaiteurs. Le 3e arrondissement de Paris est aussi appelé l'arrondissement des Templiers. L'ordre du Temple était un ordre chrétien et militaire du Moyen Âge. Il se consacrait à la protection des pèlerins durant leur voyage pour Jérusalem. Les Templiers s'établissent à Paris vers le milieu du XIIe siècle. Ils s'installent d'abord près des églises Saint-Gervais et Saint-Jean-en-Grève. Puis, en 1240, ils investissent l'emplacement du square du Temple, qui existe toujours aujourd'hui, où ils bâtissent l'enclos du Temple. La perte définitive de la Terre Sainte en 1291 est annonciatrice de la fin de l'ordre. Le pape Clément V le dissout le 13 mars 1312 à la suite d'un procès en hérésie. Aujourd'hui, le square du Temple occupe non seulement une partie de l'ancien enclos des Templiers, mais recouvre aussi partiellement l'emplacement de la tour du Temple. La tour du Temple, construite par les Templiers à partir de 1240, devient par la suite une prison et servit de geôle au roi Louis XVI et à la famille royale. Devenue lieu de pèlerinage royaliste dès 1808, la tour du Temple est pour cette raison détruite sur l'ordre de Napoléon Ier. Il ne reste rien de ce haut lieu et de la mythologie révolutionnaire, qu'une production considérable d'archives et quelques marques au sol de l'emplacement des tourelles de la tour du Temple, comme devant la mairie du 3e arrondissement. En 1371, Olivier de Clisson, compagnon d'armes de Duc Éclin, sera l'un des premiers à construire dans ce quartier. Il entreprend la construction d'un nouvel hôtel particulier, l'hôtel de Soubise, sur les terrains qu'il vient d'acquérir à l'extérieur des remparts de Philippe Auguste. Entre 1420 et 1435, l'hôtel est confisqué par les occupants anglais et devient la résidence de Thomas de Lancaster, duc de Clarence, puis de Jean de Lancaster, duc de Bedford. Les jardins des Archives nationales à l'intérieur de l'hôtel de Soubise ont été ouverts au public en 2011. Magnifique espace vert composé de jardins autrefois propriété de différents hôtels particuliers.
Les jardins des hôtels de Rohan, d'Assy, Breteuil, Fontenoy et Jaucourt sont des espaces caractéristiques des jardins de ville qui avaient cours au XIXe siècle. Rénové à la fin des années 90, le marché des Enfants Rouges est le plus vieux marché couvert de Paris et sans doute l'un des plus anciens de France. Il date du XVIIe siècle et servait à approvisionner tout le quartier du Marais. Difficilement visible depuis la rue, le passage de l'Ancre est un surprenant petit bout de campagne que l'on ne s'attend pas à trouver en plein cœur du vieux Paris. Considéré comme l'un des plus anciens passages de Paris, son nom provient de l'enseigne en forme d'ancre qu'arborait une vieille auberge aujourd'hui disparue, installée dans ces lieux. La rafle du Veldiv en 1942 emporta la plupart des habitants du passage. Le lieu a été restauré en 1998 après de longues années d'abandon. Ancien prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs, le Conservatoire national des arts et métiers occupe les corps de bâtiments où étaient logés les moines de l'ancienne communauté religieuse. À quelques pas, un petit trésor méconnu s'y cache. Enfin, tente de s'y cacher serait plus juste car il ne s'agit pas d'un petit trésor, mais d'un gigantesque. En levant les yeux au niveau du 57 de la rue de Turbigo, vous verrez une véritable géante se dresser. Mystérieuse statue mi-ange, mi-femme, élégante et fière et haute de 3 étages, elle est la plus grande cariatide de Paris. L'ange de la rue de Turbigo a pour vocation de donner une image de générosité à cette rue commerçante. La petite bourse qu'elle tient dans la main droite établit qu'elle est prête à partager avec les pauvres. Créé en 1923, le square Georges Quint porte le nom du peintre, écrivain et conservateur du musée Carnavalet qui a puisé son inspiration dans l'histoire de Paris. Bordé par le musée Carnavalet, le square se fait discret dans le quartier du Marais. Il cache une œuvre particulière intitulée Flore et son char, une statue en bronze du XVIIe siècle. Le musée Carnavalet, ouvert en 1880, occupe l'emplacement de 2 hôtels particuliers du XVIe siècle. Construits entre 1548 et 1560, ils sont situés alors dans une zone de vergers et de culture appartenant au couvent Sainte-Catherine du Val des Écoliers. Les hôtels étaient les rares constructions du quartier au nord de la rue du Roi de Sicile. C'est rue des Francs-Bourgeois dans l'impasse des Arbalétriers que Jean sans peur fait assassiner son cousin le duc d'Orléans. C'est le prélude de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Ces derniers demandent de l'aide aux Anglais qui en profitent pour envahir la France en relançant la guerre de 100 ans. La maison de Nicolas Flamel est la maison la plus ancienne de Paris. Nicolas Flamel et sa femme vivent modestement et utilisent leurs richesses pour aider leurs prochains. Ils financent 14 hôpitaux et construisent 3 chapelles et 7 églises. À la même époque, Flamel et sa femme, Dame Pernelle, font construire cette maison de 3 étages, destinée à servir de refuge aux sans-logis. En échange, il leur demande seulement de dire quelques prières, comme en témoigne l'inscription sur la corniche, restaurée au début du XXe siècle. Limite avec le 4e arrondissement, l'ancienne place royale, la place des Vosges, débute sa construction en 1605 sous le règne d'Henri IV. Elle est inaugurée à l'occasion des fiançailles de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Le centre de la place, le terrain servait aux cavalcades, aux tournois, aux jeux de bagues, mais également aux duels. Autour du jardin, sous la bonne garde de la statue de Louis XIII, je découvre tour à tour le pavillon de la Reine, la maison de Victor Hugo, les appartements de la marquise de Sévigné, à la droite de l'ancien pavillon du roi. Sous
Sous les allées voûtées de la place des Vosges, une porte mène au jardin de l'hôtel de Sully, aujourd'hui centre des monuments nationaux. Le 4e arrondissement, que l'on surnomme aussi le quartier du Marais, est une ancienne zone de marécage occupée au XIIe siècle par les Templiers. Au centre de l'île de la Cité, en bordure de la Seine et à quelques pas du palais de justice de Paris, le marché aux fleurs et aux oiseaux est un coin de nature aménagé il y a plus de 2 siècles. Depuis lors, les Parisiens et touristes s'y croisent tous les jours sous les pavillons métalliques d'époque 1900. Installée dans l'hôtel d'Angoulême, un des plus anciens hôtels particuliers du Marais, la Bibliothèque historique de Paris compte plus d'1 million de documents sur l'histoire de Paris et de la région Île-de-France. L'hôtel est construit à la fin du XVIe pour Diane de France, duchesse d'Angoulême, fille naturelle du roi Henri II. Son neveu, Charles d'Angoulême, hérite de cet hôtel particulier en 1619 à la mort de la duchesse. Entre la rue des Rosiers et celle des Francs-Bourgeois, par un accès discret et non fléché, se trouve le jardin Francs-Bourgeois-Rosiers. Un jardin est né de la réunion des jardins privés des hôtels de Coulanges, de Barbès et d'Albret. Le jardin est une oasis de calme en plein cœur de la ville. Le silence y règne en maître absolu, sauf lorsque les jeux des enfants viennent le rompre, mais qu'importe. Et les promeneurs y chuchotent comme par réflexe. L'hôtel de Sens est à Paris un des rares vestiges de résidence seigneuriale du Moyen-Âge. Avant que le roi François Ier n'ordonne en 1543 de bâtir le Marais pour faire face à la forte croissance démographique de Paris, ce quartier était essentiellement habité par des communautés religieuses. Parmi celles-ci figure le très puissant archevêché de Sens, dont dépendait alors Paris. L'hôtel de Sens est construit entre 1474 et 1519 pour les séjours de l'archevêque dans la capitale. En 1605, Henri IV y loge son ex-femme, Marguerite de Valois, surnommée la Reine Margot. En 1660, il abrite une messagerie pour diligence. La ville de Paris l'achète en 1911. Pour qui sait chercher, le Paris du Moyen-Âge a laissé quelques vestiges que nous côtoyons sans le savoir. Afin de protéger Paris, le roi Philippe Auguste, avant de partir pour la Troisième Croisade, ordonne la construction entre 1190 et 1215 d'une muraille de pierre afin de protéger la capitale en son absence. Vers 632, Saint-Éloi fonde une petite chapelle dédiée à Saint-Paul, à la limite des marécages. Quelques habitations s'implantent autour, formant un petit bourg, le village Saint-Paul, si bien que la chapelle est remplacée par l'église Saint-Paul-des-Champs, presque totalement démolie en 1799. La rue Chanoinesse, dans l'île de la Cité, était la principale artère qui menait au cloître Notre-Dame. La rue date de l'époque carolingienne. Au Moyen-Âge, l'accès au cloître Notre-Dame, contrôlé par 4 portes que l'on fermait la nuit, est interdit aux personnes étrangères à la communauté des chanoines. L'histoire de l'auberge de l'Aigle d'Or commence en 1580, quand la famille de Berlise achète un terrain dans une ruelle insignifiante du Marais pour y bâtir un hôtel particulier. Il devient au XIXe siècle un relais de poste appelé l'auberge de l'Aigle d'Or.
Il échappe à la démolition en 1920, mais frappé d'alignement, il est laissé à l'abandon. L'auberge de l'Aigle d'Or est vendue par adjudication avant la Deuxième Guerre mondiale. Les parents des actuels propriétaires en font l'acquisition, mais perdent la vie en déportation. Leurs filles se permettent alors de le restaurer en souvenir de leurs parents. Le minuscule square Henri Galli, créé en 1925, passe totalement inaperçu aux yeux des passants. C'est là, coincé entre le quai de Seine et les jeux pour enfants, qu'un des rares vestiges des fondations de la prison de la Bastille a élu domicile. C'est en 1899, lors du percement de la ligne 1 du métro, que les ouvriers découvrent quelques vestiges des soubassements de l'enceinte de la Bastille. À l'inauguration du Pont-Neuf, le roi Henri IV décide de faire aménager sur la pointe ouest de l'île de la Cité la place Dauphine, seconde place royale parisienne du XVIIe siècle après la place des Vosges. Elle est baptisée en l'honneur du dauphin, le futur Louis XIII. La place est alors presque close, ne s'ouvrant que par un passage à ses deux extrémités. Seul celui s'ouvrant sur le Pont-Neuf subsiste encore de nos jours. En 1874, le côté opposé est détruit afin de dégager la façade arrière du palais de justice de Paris. La station du métro Palais Royal, appelée le kiosque des Noctambules, n'est peut-être pas méconnue, mais il reste très insolite. La bouche de cette station de métro, signée Guimard, laisse place en 2000 au kiosque des Noctambules, une réalisation en verre de Murano. En 1826, deux charcutiers établis dans la rue voisine, Véro et Doda, décident de la construction du passage Véro-Doda. Ils font édifier ce passage qui sert de raccourci entre le Palais Royal et les Halles. Les voyageurs qui attendent leur diligence devant les messageries Laffitte et Gaillard, situées à l'époque à l'entrée du passage, contribuent pour une large part à son succès. En couvrant ce passage d'une verrière, tout comme les galeries et passages construits dans un Paris autrefois sans trottoir ni égout, les architectes permettaient aux Parisiens d'être protégés des intempéries et de ne pas se salir. L'église Saint-Germain-l'Auxerrois est riche d'histoire. Le fait que Molière s'y maria et que Louis XIV y avait son banc privé est certes intéressant. Il est important de savoir que le 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, les cloches de l'église ont sonné, donnant le signal du massacre des protestants. Dans tout Paris, on va assassiner tous ceux qui ne criaient pas « Vive la messe ». Mais il y a aussi ces gargouilles. Venus tout droit des tréfonds du Moyen-Âge, ces témoins de peur et de frayeurs anciennes sont là pour nous rappeler que le mal rôde aussi autour de la maison de Dieu. Le beffroi, édifié à partir de 1858, visant à réunir l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et la mairie du 1er arrondissement, possède un carillon de 38 cloches qui résonne encore aujourd'hui tous les mercredis à 14h30. En 1600, déesse de la joie, de la musique et de l'amour. Le théâtre de la Gaîté Lyrique connaît ses heures de gloire sous le Second Empire. Jacques Offenbach en est le directeur en 1873.
Les deux sculptures extérieures représentent à gauche la comédie personnifiée par le Scapin de Molière et à droite le drame sous les traits du Hamlet de Shakespeare. Le passage des Panoramas est le plus ancien des passages couverts de Paris. Il accueille le public dès 1799. On raconte que sa conception s'était fortement inspirée des souks tels qu'on les représentait sur les gravures orientales. Entre la Bourse et le Palais Royal, l'ancienne Bibliothèque royale est bâtie en 1635 par Colbert. Elle est ouverte au public en 1692. Elle réunit des collections venues d'abbayes, de collèges et d'universités ainsi que des centaines de documents confisqués pendant la Révolution. En face de la bibliothèque, la galerie Vivienne, construite en 1823, est la plus luxueuse des galeries couvertes parisiennes. Magnifique passage où le temps semble s'arrêter. Son sol est entièrement recouvert d'une mosaïque signée Facchina, célèbre mosaïste italien du XIXe. L'escalier du numéro 13 mène à l'ancienne demeure de Vidocq après sa disgrâce. Ce bagnard était devenu chef d'une brigade de police formée par d'anciens malfaiteurs. Le 3e arrondissement de Paris. Je connais les images qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à Paris. Mais les incontournables de Paris ne s'arrêtent pas là. Derrière les grands classiques se cache le Paris méconnu, rarement inscrit sur les agendas des touristes et que les Parisiens eux-mêmes ignorent, sans doute par manque de temps ou de curiosité. Pourtant, Paris a tant à nous offrir. La division de Paris en arrondissements date de 1795, avec alors un découpage en 12 arrondissements. Les arrondissements, dans leur état actuel, ont été délimités par la loi du 16 juin 1859, qui a porté leur nombre à 20 arrondissements. Le premier arrondissement de Paris comprend l'un des plus anciens quartiers de la ville, le quartier des Halles, qui date du début du Moyen Âge. Mais le ventre de Paris, comme l'appelait Émile Zola, n'existe plus. Le 14 mars 1960, le transfert du marché des Halles à Rungis est décidé par le préfet de Paris. La démolition des pavillons des Halles commence en 1971. Le déménagement du siècle concerne 20 000 personnes, 1000 entreprises de gros, 10 000 mètres cubes de matériel et 5 000 tonnes de marchandises.
L'ancien cimetière des Innocents a disparu lui aussi. Mais on peut encore l'imaginer sous les voûtes face à la fontaine des Innocents. L'endroit est nommé ainsi en l'honneur des enfants massacrés en Judée sur l'ordre d'Hérode, dans l'intention d'éliminer le futur Jésus annoncé par les prophètes. Le cimetière devient progressivement celui des paroisses de la rive droite de Paris, mais également des noyés de la Seine et des morts par épidémie. Pour des raisons évidentes d'hygiène publique, le Parlement ordonne la fermeture du cimetière puis sa destruction en 1786. Les ossements sont retirés des fosses puis transportés dans les futures catacombes créées à cette occasion. En l'an 1607, après 42, Richelieu lègue à sa mort son palais royal au roi Louis XIII. La régente Anne d'Autriche s'y installe, quittant les appartements incommodes du Louvre pour profiter du jardin du Palais Royal où peuvent jouer le jeune Louis XIV et son frère. Les jardins sont ordonnés au XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu pour embellir son palais. Ils sont réalisés en 1633 par le jardinier du roi. Les jardins, les galeries et les tracés des allées sont modifiés sous Charles X pour lui donner son aspect actuel. À quelques mètres de la place Dauphine, un petit parc assez méconnu est situé à 7 mètres en contrebas du Pont-Neuf, à la pointe ouest de l'île de la Cité. C'est le square du Vert Galant, dominé par la statue équestre d'Henri IV. Le square est créé par la réunion de plusieurs petites îles, dont l'île aux Juifs, où seront brûlés au XIVe siècle les derniers Templiers. Une plaque commémorative rappelle que c'est à cet endroit, le 18 mars 1314, que se déroulent les exécutions sur le bûcher des deux plus hauts dignitaires de l'ordre du Temple, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay. Le 2e arrondissement de Paris est le plus petit des arrondissements parisiens. Facile donc d'arpenter ces rues à pied. Si vous levez le nez au niveau du numéro 20 de la rue Étienne Marcel, vous découvrirez tout comme moi la tour Jean sans Peur, la plus haute tour médiévale de la capitale. La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon bat alors son plein. Le 23 novembre 1407, dans une impasse du 3e arrondissement parisien, Jean sans Peur a fait assassiner son cousin Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI. C'est pour se protéger d'éventuelles représailles qu'il fait construire cette tour fortifiée de 21 mètres de haut. Le passage du Caire, inauguré fin 1798 lors de la campagne de Napoléon en Égypte, est construit à proximité de l'ancienne Grande Cour des Miracles. Un seul lien avec l'Égypte est sa façade sur la place du Caire, décorée par la déesse à la tête de vache Hathor, tour à tour incarnation du ciel, et est aussi appelé l'arrondissement des Templiers. L'ordre du Temple était un ordre chrétien et militaire du Moyen-Âge. Il se consacrait à la protection des pèlerins durant leur voyage pour Jérusalem. Les Templiers s'établissent à Paris vers le milieu du XIIe siècle. Ils s'installent d'abord près des églises Saint-Gervais et Saint-Jean-en-Grève. Puis, en 1240, ils investissent l'emplacement du square du Temple, qui existe toujours aujourd'hui, où ils bâtissent l'enclos du Temple. La perte définitive de la Terre Sainte en 1291 est annonciatrice de la fin de l'ordre. Le pape Clément V le dissout le 13 mars 1312 à la suite d'un procès en hérésie.
Aujourd'hui, le square du Temple occupe non seulement une partie de l'ancien enclos des Templiers, mais recouvre aussi partiellement l'emplacement de la tour du Temple. La tour du Temple, construite par les Templiers à partir de 1240, devient par la suite une prison et servit de geôle au roi Louis XVI et à la famille royale. Devenue lieu de pèlerinage royaliste dès 1808, la tour du Temple est pour cette raison détruite sur l'ordre de Napoléon Ier. Il ne reste rien de ce haut lieu et de la mythologie révolutionnaire, qu'une production considérable d'archives et quelques marques au sol de l'emplacement des tourelles de la tour du Temple, comme devant la mairie du 3e arrondissement. En 1371, Olivier de Clisson, compagnon d'armes de Duc Éclin, sera l'un des premiers à construire dans ce quartier. Il entreprend la construction d'un nouvel hôtel particulier, l'hôtel de Soubise, sur les terrains qu'il vient d'acquérir à l'extérieur des remparts de Philippe Auguste. Entre 1420 et 1435, l'hôtel est confisqué par les occupants anglais et devient la résidence de Thomas de Lancaster, duc de Clarence, puis de Jean de Lancaster, duc de Bedford. Les jardins des Archives nationales à l'intérieur de l'hôtel de Soubise ont été ouverts au public en 2011. Magnifique espace vert composé de jardins autrefois propriété de différents hôtels particuliers. Les jardins des hôtels de Rohan, d'Assy, Breteuil, Fontenoy et Jaucourt sont des espaces caractéristiques des jardins de ville qui avaient cours au XIXe siècle. Rénové à la fin des années 90, le marché des Enfants Rouges est le plus vieux marché couvert de Paris et sans doute l'un des plus anciens de France. Il date du XVIIe siècle et servait à approvisionner tout le quartier du Marais.